Bienvenue sur Génération Images. Salut, c'est Flony pour Génération Images. Aujourd'hui, on est avec Nora Lehourch, réalisatrice, qui sort son premier long métrage le 6 mars 2024 qui s'appelle HLM Pussy. Alors, Nora, de quoi parle le film ? Ça parle d'amitié, ça parle de consentement, ça parle de MeToo. C'est 3 amis d'enfance qui ne viennent pas du même milieu social et culturel. C'est grave belle. Oh, toi, t'es Aladdin et tu vas aller sur le tapis, vous allez voler. Faut insulter vos mères pour que vous vous intéressiez. Ma mère, elle nique ta mère. Donne-moi ton 06. Ça passe maintenant? On fait quoi? Les meufs de maintenant, faut trop les bêtes, tu vas parler avec eux, c'est fini. Ouais, attendez-moi. Attendez-moi. Je te jure, y'a rien. Connard! Eh, ta gueule. Wallah, Mina, ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Zach, il m'a bloqué dans la salle de bain. Et il m'a embrassé sur la bouche. On peut pas laisser passer ça. On n'a qu'à le filmer. Il n'y a jamais de preuves. C'est pour ça que la justice, elle se fait pas. Passe la nuit avec moi. Tu verras, je te mens pas. Je vais prendre soin de toi, je te jure. Je vais faire l'amour comme un ouf. Et qui vont filmer l'agresseur de l'une d'entre elles. Et elles vont se diviser autour de la notion du consentement. Don't mess with HLM Pussy. On ne se fait pas justice soi-même. Faire quoi alors? Attendre que la justice se fasse toute seule? Mais je crois que t'as pas conscience de ce que tu viens de faire. Attends, mais qu'est-ce qui t'a fait, grosse folle? Je voulais juste aider Zineb. Je t'ai rien demandé, moi. Supprimer ta putain de vidéo. On peut pas abandonner. Si je la supprime, ils gagnent. Ils gagnent tous. Et ça va révéler ces failles sociales et culturelles qui existent entre elles et dont elles n'avaient pas conscience. Alors, dans le film, on a 3 personnages principaux. Et le personnage d'Amina, c'est celui qui te ressemble le plus. Comme elle, t'es une femme, t'as un nom d'arabe, une gueule d'arabe, mais t'as grandi dans une ambiance plus aisée, un quartier pavillonnaire avec un papa chef d'entreprise marocain et une maman française prof de physique-chimie. Mais t'as fait tes classes dans un collège populaire à Angers. Comment t'as grandi et comment tu t'es construit avec cela? Oui, donc Amina est fortement inspirée de ma vie, de ce que j'ai voulu raconter. On habitait dans un environnement qui était plutôt vraiment cool, hein, faut le dire. J'avais une grande maison, c'est pavillonnaire comme tu dis. Je manque de rien, mais niveau géographie, on était proche d'une ZEP, on va dire. Donc les débuts de ma scolarité, c'était là-bas avec mes potes. Et après, je suis partie dans un environnement catholique, privé, bourgeois, donc le gap. Et c'est vrai que quand t'es jeune, j'étais là, non, j'ai envie de rester avec mes amis. Enfin, tu comprends pas pourquoi déjà tu passes d'un monde à l'autre. Et puis surtout que c'est à ce moment-là que tu réalises que quand t'étais avec tes premiers potes qui étaient majoritairement noirs et arabes, j'essayais de me fondre dans la masse un peu. Je faisais genre que je mangeais pas de porc, je faisais genre, quoi. Et après, il a fallu que je fasse un autre style de genre. Parce que je suis passée de j'essaye d'être à l'arabe, en fait là il faut que je sois la blanche. Et au final, qui j'étais vraiment, qui voyait vraiment, ça c'est l'histoire de ma vie. Ma quête identitaire, c'est l'histoire de ma vie. Trop arabe parfois, trop blanche pour d'autres. Dans les articles qu'on a lus sur toi, t'es présentée comme une réalisatrice franco-marocaine. Est-ce que c'est toujours ta volonté d'affirmer ta double culture ? Déjà, il faut savoir que je lis aucun article. Mais aucun. Mais je vois juste les titres à chaque fois passer. Mais après, je m'arrête là parce que, trop stressant. Et je suis née en France, j'ai grandi en France, donc je me sens française en fait. Donc pourquoi on me présente comme ça, j'arrive pas bien à le comprendre. J'ai essayé à chaque fois de corriger le tir tant que je pouvais. Maintenant, en vrai, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi. À travers le film, il y a Amina, mais il y a aussi 2 autres adolescentes pleines de vie, et c'est kiffant. Elle te vient d'où cette inspiration pour leur donner cette énergie? La vie que j'ai mis dans mes personnages, c'est parce que je suis quelqu'un d'envie vivante. Non, et parce que aussi, c'est la jeunesse actuelle, elle est pleine de vie, et j'avais vraiment envie de mettre ça dans ce film, quoi. Je voulais des personnages qui soient hauts en couleur, parce qu'ils portent un combat de dingue, chacun un peu son propre combat, mais vers la même unité à la fin. Dans mes 3 personnages, en fait, il y a un peu de moi. Dans Amina, donc c'est un peu ma vie, celle qui porte ce combat de quête identitaire que j'ai, un peu ce côté révolutionnaire, côté féministe. Zineb, c'est plus le côté naïf, doux, victime, que j'ai aussi en moi. Et Djeneba, c'est ce côté où l'injustice... l'injustice et son combat, cette débrouillardise, cette tchatche. On sait que tu as une passion pour l'écriture et que tu écris depuis que tu es toute petite. Qu'est-ce que tu kiffais écrire en particulier?
Donc ouais, j'ai littéralement commencé à écrire quand j'ai appris à écrire. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'au milieu de mon cahier de A majuscule à minuscule, il y avait déjà des petites histoires dans une orthographe qui est indéchiffrable, donc sincèrement. Et ouais, j'adorais écrire et je passais mon temps en fait vraiment entre jouer au Barbie ou écrire. Mais vraiment, c'était mes deux passions. Et les Barbie, je faisais des petits scénarios, etc. C'était une sorte d'exutoire, ça c'est sûr. Pourquoi ? J'ai pas encore vraiment élucidé, mais j'avais besoin de lâcher beaucoup de choses dès l'enfance, je pense. Et ça m'a jamais quitté, enfin ça m'a quasi jamais quitté. Et aujourd'hui, si je devais plus être réelle pour une raison ou pour une autre, parce que ça marche pas, parce que je sais pas, j'écrirais quand même. Je reprendrais l'écriture, mais pour moi. Au début, pourquoi est-ce que tu les gardais pour toi, ces histoires ? Parce que, tu sais, c'est bizarre de faire lire ce que t'écris. Déjà, c'est intime, et puis t'as pas envie d'expliquer pourquoi t'écris ça, t'as pas envie qu'on critique, t'as pas envie de... je sais pas, enfin, c'était un truc vraiment pour moi, en fait. J'arrive pas à expliquer, c'était un besoin viscéral. Et j'avais pas... c'est comme jouer. Tu sais, t'es pas là, regardez-moi jouer. Tu joues pour toi, en fait, pour te divertir toi. Du coup, c'est quoi le déclic précis qui a fait que maintenant tu partages ces histoires ? Parce que quand j'avais 20 ans, donc très mauvaise élève, hein, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. J'ai 20 ans, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont de l'argent, il faut le dire. Et je leur dis, je veux partir aux États-Unis, je veux apprendre l'anglais. Parce que rêve américain, parce que je suis la génération, on est né avec les séries américaines et que t'as envie de découvrir ce qui se passe là-bas et t'as le rêve américain. Et tu te dis, si j'apprends l'anglais, ben je serai encore plus libre d'aller où je veux, quand je veux. Enfin, tu sais, ce besoin de liberté, ce besoin de partir, ce besoin de... Et je suis partie. Année incroyable et aussi année qui m'a fait passer dans un autre monde, on va dire. Là-bas, j'ai subi une agression sexuelle. De manière complètement inconsciente, j'ai arrêté d'écrire. Pendant 4-5 ans, j'ai plus écrit du tout. Et là, il y a un moment donné où c'était un peu... fallait me remettre sur pied. Et je me suis remise à écrire sur ce qui m'est arrivé. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis posé la question, où sont les petites moi qui n'ont pas forcément l'écriture pour se sauver ? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui ? Comment elles s'en sortent en fait ? Et donc je regardais sur internet, cherchais des forums, des trucs comme ça. J'avais besoin en fait de discuter avec des semblables. et j'ai vu qu'il existait des centres en fait. Et j'ai écrit à tous les centres de Paris, parce que j'étais à Paris à l'époque. Et il y a un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui m'a ouvert ses portes. C'est Marie Servetti, une grande dame, qui m'a ouvert les portes de son centre. Et là-bas, j'ai rencontré des filles à qui est arrivé la même chose que moi. C'est à ce moment-là où je me suis dit que moi, l'écriture me faisait du bien. Peut-être que certaines personnes n'avaient pas ça en eux pour aller mieux, en exutoire. Donc peut-être que je me devais, de créer de faire quelque chose pour ceux qui n'avaient pas les moyens de s'exprimer en fait. Et donc du coup, je me suis mis à écrire notre histoire et pas mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier court-métrage, quoi. T'as subi une agression quand t'es partie aux États-Unis. Comment t'as réussi à nuancer le personnage de l'harceleur ? Parce que c'est assez difficile. C'était mon plus gros défi. Je ne crois pas qu'une personne puisse être foncièrement mauvaise sans explication et face à un crime, parce que c'est une sorte de crime, de manière complètement gratuite. Enfin, je veux dire, les agresseurs ne sont pas forcément des psychopathes qui n'ont pas de sentiments, enfin, avec le psychopathe côté médical du terme. Donc j'ai juste en fait voulu créer un personnage sur lequel il n'y a aucun débat sur le fait que ce qu'il fait c'est une agression, mais que ça soit beaucoup plus complexe qu'un juste un agresseur en fait. Et comme ça se passe souvent dans un cadre familial, ce genre d'agression, on peut pas peindre quelqu'un dans un cadre familial en le mettant d'un côté, en peignant un méchant, quoi. Voilà. Donc ça a été dur, ça a été un vrai défi, mais encore une fois, je me suis dit que j'allais écouter mon cœur et ma raison plutôt que mon cœur, on va dire, pour décrire le personnage de Zach. Il y a beaucoup de nuances dans le film. Comment est-ce que tu as réussi à pas tomber dans le cliché ? Je vais pas faire genre, je vais pas vous mentir, je suis pas sociologue, j'ai pas épluché 1 milliard de bouquins, de podcasts, de trucs, de vidéos pour... J'ai juste
été sincère avec ma sincérité du moment. Je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ma sincérité. Et donc c'est peut-être pour ça du coup que le film est nuancé, parce que ma sincérité, c'est que personne n'est tout blanc ou tout noir. Ma sincérité, c'est que on est tous pleins de contradictions, d'ambiguïtés, de nuances. Donc mes personnages le sont aussi, les situations aussi, et le film du coup l'est, si vous le dites. T'as quand même mis 9 ans à le faire, ce film. 9 ans, c'est long. Est-ce que des personnes ont remis en cause ta légitimité pendant tout ce processus ? Je suis la première qui a remis en cause ma légitimité, très sincèrement. Je sais pas si les gens ont remis en cause ma légitimité, mais on m'a clairement pas aidé à faire ce film. Je pense que ça a mis autant de temps pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai pas fait d'école. Je savais pas comment écrire un scénario en fait. Et à un moment donné, l'instinct, il a des limites. Et un scénario, ça a une vraie construction, et que j'avais pas les codes du scénario. Donc ça a mis du temps pour ça. J'ai acheté 1 milliard de bouquins qui parlaient de l'écriture de scénario. J'ai fait une formation d'écriture de scénario en 2 mois. J'ai fait relire ce que j'écrivais à 1 milliard de potes. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pour ça que le générique de ce film est très long en remerciements. C'est un film d'amis. Puis ça a mis 9 ans aussi parce que écrire, c'est un luxe. Et ça, je l'ai compris pendant que j'écrivais ce film, c'est-à-dire que c'est un métier de riche, je trouve, écrire. D'avoir le temps d'écrire. Quand on rentre d'une journée de travail, c'est taper un taf qui était fatigant ou peu importe, en fait, t'as pas envie d'écrire. T'as envie de tout sauf de te remettre dans un truc où tu vas te prendre la tête à écrire. Et en plus, quand t'écris, tu t'écris pas 2-3 heures, quoi. Ça prend du temps. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je me mets dans une espèce de transe quand j'écris, et je peux oublier de manger tellement que je vois pas le temps passer. Tu prends sur tes week-ends ou même sur tes soirées, et ça prend du temps parce que c'est fatigant et que des fois t'as pas envie. Et puis tu dis, de toute façon, j'y arriverai jamais, et que personne m'attend, et que personne me veut, donc, et puis tu te prends des murs et des murs et des murs et des murs, donc ça t'aide pas, en fait, à vouloir écrire de ce petit temps que t'as, quoi. Donc il y a ça, et la 3e raison, c'est parce que on m'a souvent reproché qu'on ne pouvait pas tenir un film sur un bisou. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas assez fort un bisou, ça va, elle va s'en remettre, c'est qu'un bisou, faut que l'agression, ça soit une vraie agression, c'est l'élément déclencheur n'est pas dingue. Et j'étais là, mais c'est une agression en fait, un bisou, c'est trop, enfin, même si je m'arrêtais au fait que le personnage de Zacharia s'enferme dans cette salle de bain avec Zineb, on est déjà dans de l'agression, c'est déjà trop en fait. Et donc ce nom de nombreux financeurs, d'un côté ça me démotivait, et de l'autre, ça me boostait encore plus parce que je me suis dit, ok, en fait, je vais me battre pour montrer qu'un bisou, si c'est grave. Et mon défi, ça va être de faire ce film et de faire ressentir aux gens qu'un bisou, c'est une agression. Le message du film, il est clair. Le film, il a voyagé en festival, en France et à l'étranger, donc il a été vu. Est-ce que tu as eu des retours de potentielles victimes, d'agresseurs qui se découvrent en voyant le film ? À chaque projection. À chaque projection, j'ai soit des femmes, ça va de la femme de 80 ans à la jeune fille de 12 ans, qui viennent me voir ou qui m'écrivent sur Insta. Presque à chaque même article qui sort, j'ai toujours des gens qui viennent me raconter ce qui leur est arrivé. Et j'ai des gars qui viennent et qui me disent « J'aurais aimé voir ton film quand j'avais 14 ans, j'aurais aimé que mes potes le voient ». Donc ça veut dire beaucoup de choses. J'ai aussi des personnes qui me disent « J'ai réalisé en fait que mon premier bisou n'était pas mon premier bisou ». Donc, ouais, et ça fait d'un côté mal au cœur de me dire qu'il y avait autant de victimes, d'un côté je le savais, et d'un côté je suis heureuse que le film puisse aider et éveiller, tant est qu'il le fasse. Mais ouais. Dans le film, Amina, elle poursuit un combat féministe, elle milite, et ses copines, les autres filles, ne la suivent pas. Pourquoi ? J'ai voulu montrer que, en fonction du milieu d'où on vient, de notre éducation, de qui on est, on n'a pas forcément les mêmes combats ou pas forcément les mêmes priorités face à un même combat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à toutes les femmes de se battre avec la même intensité face à, par exemple, au combat du consentement, du MeToo. Parce qu'en fonction encore une fois, je me répète, mais d'où on vient, de nos traumas, de nos priorités, de notre culture, de notre religion, de notre couleur de peau, de notre compte en banque, on va pas avoir ces mêmes priorités et donc se battre avec la même intensité. Mais le film montre aussi que quand on apprend à se connaître et on apprend à comprendre ça, c'est le meilleur moyen, la meilleure méthode pour s'unir face à un même combat, main dans la main. Mais voilà, il faut juste apprendre à se connaître, à comprendre les différences et à les accepter. Alors on peut pas te trouver sur TikTok.
t'as Insta seulement depuis cet été et c'est les autres qui t'ont mis la pression pour le créer. Oui. Par contre, on peut te retrouver dans un café brunch dans le 11e à Paris. Ouais. Entre la caméra et le café, c'est quoi le lien? Mon cœur balance. Le lien, mais c'est qu'il faut vivre, les gars. Il faut que je vive, donc il faut que je taffe. Et donc le lien, il n'y en a pas. C'est juste que j'aimerais cette petite transition avec ce film pour quitter le café et vivre. Encore une fois, c'est une question de vivre hein, et vivre de ce métier. Et pour l'instant, j'en vis pas du tout. Donc voilà, en attendant le prochain ou en attendant je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, il y a la vraie vie. Et il y a la vie de rêve, et il y a la schizophrénie au milieu. Et pour l'instant, je suis comme ça. La journée, je porte un plateau, et le soir, je porte la caméra, quoi, on va dire. On sait que c'est galère, mais que c'est pas impossible de vivre du cinéma. Ça serait quoi, toi, tes conseils à donner aux gens qui voudraient se lancer? Encore une fois, moi, mes parents viennent pas du tout de ce milieu-là. J'ai pas fait d'école, mais j'ai voulu faire ce film pour des raisons. Et je pense que si c'est vraiment viscéral, et que tu ne dois pas faire autre chose, quelle que soit la raison, même si c'est la thune la raison. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, énormément de travail, et tu réussis. C'est-à-dire que par contre, sacrifice, c'est-à-dire que moi, pendant 10 ans, j'ai jamais su si un jour j'allais faire ce film. Et pourtant, j'ai sacrifié, et je sais pas quand est-ce que j'aurais pu m'arrêter. Je pense que je me serais arrêtée à un moment donné, enfin, parce que je pouvais pas vivre comme ça, mais voilà, faut savoir où on met les pieds, parce que sacrifier son moment présent, on peut plus le rattraper après. Voilà. Merci Nora. Merci. On peut retrouver ton film dans les salles à partir du 6 mars. Du 6 mars. Elle aussi chanteuse aussi. Nous on se retrouve sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like pour plus de conseils et d'interviews.